Et bienvenue à tous et à toutes et à tous dans ce deuxième panel aujourd'hui, Open Data, The Rising Source of Power. Donc, on est très heureux d'avoir un panel d'experts de renommée pour nous parler de leurs expériences, de leur perspective, de voir l'utilité de l'Open Data, comment la mettre en pratique et quels seront leurs conseils pour vous. On va procéder à la présentation de nos chers panélistes avec nous aujourd'hui. Donc, Jihad Haneshi, qui est co-founder de Majestai, Hatem Hadid, qui est co-founder aussi de iCompass, et Mick Levy, qui est directeur innovation chez Business and Decision. Donc, on va commencer notre panel, on va discuter en long et en large ce sujet. On aura 1 heure pour tout dire autour de l'Open Innovation. Je vais commencer avec vous, Mick, pour un peu situer ce contexte d'Open Data et pourquoi on en parle, pourquoi c'est si important d'en parler aujourd'hui. Oui, merci. Alors effectivement, pour me présenter en 2 mots, donc je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décision. Business et Décision, on est une entité au sein d'Orange Business Service spécialisée dans la valorisation des données par l'IA notamment et par tous les moyens. Ça va faire bientôt 30 ans qu'on travaille à valoriser ce patrimoine de données des entreprises. Et bientôt 30 ans qu'on observe aussi un mouvement effectivement global qui est en train d'avancer autour de l'open data. C'est véritablement un mouvement mondial. Tous les pays, ou en tout cas énormément de pays dans le monde, travaillent à ouvrir leurs données. C'est bien souvent lancé par les services publics plutôt, parfois porté même à très très haut niveau dans les États. On pourra parler de ce qui se passe en France en particulier. Et puis, dans leur sillage, on voit aussi que des entreprises, parfois, ouvrent leurs données. Et ce mouvement mondial participe vraiment à une réflexion autour de la transparence de la vie politique, la transparence de la République, la transparence du fonctionnement, finalement, des collectivités et des États, en répondant même parfois à des lois. En France, il y a une loi donc, sur tous ces sujets-là qui vient totalement mettre en avant, voire obliger à ouvrir des données publiques. Donc, rappelons justement que l'open data, c'est bien de ça dont on parle, c'est de cette ouverture, de cette mise à disposition de jeux de données au grand public via Internet. Et on pourra en parler après, il y a une diversité très très large de sources de données, de niveau de qualité, de niveau de détail aussi. Mais globalement, c'est de ça dont il est question là ce matin. Tout à fait, Mick. Donc, je passerai à Hatem qui travaille et qui valorise beaucoup ce sujet d'open data puisque c'est une activité de cœur dans l'activité de iCompass. Comment vous abordez la question, Hatem, chez vous, iCompass? Merci, bonjour tout le monde. Donc, Hatem Hadid, je suis cofondateur et CTO de iCompass. iCompass est une start-up tunisienne, 100% tunisienne, c'est-à-dire les fonds, les experts sont tunisiens. On est en Tunisie et on travaille sur des problématiques qui sont le traitement automatique de la langue, plus précisément les dialectes arabes et les dialectes africains. Et à iCompass, on est confronté à cette problématique de open data puisqu'on travaille sur des réseaux de neurones, de deep learning, ce qui demande beaucoup de données. Et on est toujours à la recherche de ces données-là. Et l'open data, c'est une problématique qui nous intéresse beaucoup. Et je vais parler de notre expérience avec l'open data à iCompass. Très bien, Hatem. Je passerai à Jihad, qui représente aujourd'hui Majestai. Bienvenue, Jihad, parmi nous. Merci Marouane. Alors, mon nom c'est Jihad Haneshi, je suis cofondateur de Majestai. Majestai, c'est une start-up tunisienne spécialisée en sciences des données, en data science. On est éditeur de notre propre plateforme de data analytics et on utilise cette technologie-là pour développer des solutions thématiques pour divers secteurs. Je cite le e-government, le secteur financier, le secteur de la santé, pour lequel on a été primé dernièrement par résultat pour l'une de nos solutions. Et en fait, on est confronté à l'open data de 2 manières. La première, c'est
lorsqu'on est en mode exploration d'une nouvelle solution thématique, avant d'aller vers un client ou vers un partenaire potentiel, on aimerait quand même jauger un peu la pertinence de notre proposition, et donc on recherche des sources de données ouvertes pour explorer une idée, mais aussi dans le cadre de projets concrets avec nos clients. Il s'avère très souvent que les données captives que l'entreprise a devraient ou pourraient être enrichies avec d'autres données qui sont externes, et pourquoi pas de sources open data. Donc voilà, c'est de cette perspective-là que je vais aujourd'hui élaborer. Très, très bien. Donc, le décor est planté et on va commencer à explorer ce sujet. On va commencer à poser les questions pour comprendre et décortiquer ce sujet d'open data. Je vais commencer avec vous, monsieur Mick Lévy. Vous êtes directeur innovation chez Business and Decision. Et vous voyez, comme vous avez dit, que l'open data pourrait prendre une perspective beaucoup plus large. Parfois, que juste de résoudre des problématiques business, et que ça pourrait être vu dans une vision beaucoup plus inclusive et beaucoup plus large. Qu'est-ce que vous pourrez en dire? Oui, tout à fait. Alors, on peut déjà voir ce qui se passe, et comme je le disais, c'est un mouvement assez général et qui est en plus en train de s'accélérer. Donc, il y a un observatoire européen sur la partie open data. Il faudrait voir si la même chose existe côté africain ou sur les autres continents, ça serait hyper intéressant. En tout cas, en Europe, l'initiative est même pilotée, et donc je vous renvoie vers europeandataportal.eu pour avoir des infos. Et il montre très clairement qu'il y a une très très forte accélération. Rien qu'en 2020, le marché de l'open data a augmenté de près de 40%. Donc, c'est assez impressionnant, parce que c'est déjà un chantier qui est lancé de longue date, qui accélère encore. Et en 2020, on voit qu'on est encore sur une très grosse phase d'accélération. Et ce qui est vraiment intéressant aussi de voir dans les grands chiffres à retenir, c'est que c'est une source d'économie pour les gouvernements. En ouvrant les données, certes, il y a quelques chantiers technologiques, techniques à accomplir pour permettre d'ouvrir les données, les mettre à disposition, mais ensuite, ça permet de réaliser des économies qui sont assez importantes à l'échelle de l'Europe. Sur les 28 pays européens, l'Observatoire estime que les pays ont en tout gagné 1,7 milliard d'euros sur 2020. Évidemment, le coût d'ouverture est beaucoup plus faible que ces 1,7 milliard d'euros qui ont été gagnés. Donc, comment ça c'est possible? Par un terme que tu as cité, on se tutoie, on a dit. Hein. On a dit tu, oui, on a dit oui. vous. Moi, je parle plus en tout cas. On est entre nous. Donc, par un terme que tu as cité aussi tout à l'heure, qui est celui de l'open innovation. Et effectivement, l'open data est un des grands volets de l'open innovation, et l'open innovation gouvernementale aussi. C'est-à-dire, en mettant à disposition des données de tous les citoyens, derrière, il y a des startups, il y a des entreprises, il y a des organisations qui vont pouvoir s'en saisir et créer de nouvelles applications, de nouveaux dispositifs qui sont basés sur ces données ouvertes. On le voit par exemple dans les secteurs des transports, où il y a énormément d'applications qui ont pu se développer pour les transports, pour optimiser les transports, pour les transports publics aussi. Ces données, elles sont maintenant disponibles aussi dans les Google Maps et autres, ce qui permet de savoir dans combien de temps arrive notre bus, notre tram ou notre métro en direct, et de donner lieu à des nouveaux business aussi. On a travaillé aussi, on a eu des projets pour des collectivités chez Business et Décision pour venir optimiser en France les points de collecte de déchets volontaires. Donc, il y a des endroits où on peut aller déposer nos déchets, et notamment des déchets recyclables, un petit peu comme des déchetteries, mais optimisées, où le tri des déchets est déjà fait directement à la source, on pourrait dire. Et les collectivités, les villes notamment, cherchent à repérer quels sont les meilleurs endroits pour positionner ces points de déchets. Et donc ça, c'est possible grâce à l'open data. On va exploiter tout un tas d'autres données de la ville qui ont été ouvertes pour pouvoir améliorer ce service-là pour la collectivité elle-même. Donc c'est là qu'il va y avoir des gains hyper intéressants, et tout un tas de nouveaux services à développer pour les citoyens, pour les citoyens aussi du coup.
très bien, mais quand on va revenir sur les use cases et les cas d'usage que vous avez développés et pu explorer et l'input de l'open data, comment ça pourrait, donc certains cas, changer vraiment la donne et vraiment nous faire atteindre des résultats à quels on ne s'attendait pas. Hatem de iCompass, vous avez dit que vous visez le marché africain, le marché du Nord-Afrique, du Moyen-Orient, et dans ces pays-là, forcément, la maturité de ces sujets d'open data n'est pas au niveau des attentes qu'on peut avoir quand on travaille évidemment dans ce domaine d'open data avec l'intensité que vous mettez. Et c'est pour cela que je pense que iCompass déjà intègre dans sa façon de faire et dans sa stratégie cette logique d'être open data et de promouvoir l'open data. Comment vous y prenez, Hatem, là-dessus? Merci. Donc, Mick tout à l'heure a parlé de Open Innovation, Open Data au niveau des gouvernements. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas un observatoire en Afrique. Et en Tunisie, dernièrement, il y a eu une loi, il y a à peine un mois, la philosophie de cette loi qui dit que chaque administration tunisienne doit faire un open data, une plateforme pour mettre à disposition ces data. C'est bien sur le papier, oui. Je ne suis pas un expert en loi, mais je trouve que c'est une bonne initiative. Mais il y a eu plein d'initiatives avant. Au ministère de l'Industrie, il y a eu une plateforme, etc. Mais il va falloir beaucoup de temps pour mettre en place cette stratégie de open data au niveau du gouvernement. Nous, à iCompass, on a commencé à réfléchir sur cette problématique dès le départ et on a mis un chef data officer qui s'occupe de la collecte des data. Nous, on travaille principalement sur le texte et la voix. Sur le texte, pour les dialectes africains, c'est très rare de trouver des data. Il n'y a pas au niveau des gouvernements il n'y a pas des grandes boîtes en Afrique qui permettent de mettre à disposition des data. Nous, donc, ce qu'on fait à iCompass, notre stratégie, c'est aller vers le crowdsourcing et d'aller chercher nos data sur le web. Bien sûr, derrière, il y a toute une stratégie en ce qui concerne la privacy de ces data, en ce qui concerne la qualité de ces data, le pré-traitement, etc., jusqu'à arriver à avoir les données que nous, on a besoin pour faire travailler nos modèles. En Tunisie, par exemple, on est confronté, quand on travaille sur la voix, on est confronté à trouver des sources de données de la voix. Donc, on a contacté pas mal de médias, de radio, mais en fin de compte, notre stratégie, c'est de dire, on va compter sur nous-mêmes, on va créer nos propres data. Non seulement ça, mais on va mettre ces data à la disposition du public, c'est-à-dire on va créer nos propres silos de open data et on va ouvrir ces data au grand public. On a commencé cette stratégie depuis 2 ans et on trouve que cette stratégie, elle marche très bien, que ce soit au niveau local en Tunisie, parce qu'on commence à avoir des collaborations avec d'autres startups, avec d'autres institutions. Et le deal, c'est de dire, qui a du data, moi j'offre autre chose, expertise, infrastructure. Et comme ça, on commence à faire un échange dans l'écosystème avec des data. Ça marche aussi en Afrique. Là, on a des partenaires au Nigeria, au Kenya, au Mali, et de dire, nous, on met à votre disposition notre expertise, vous mettez à notre disposition vos data, et comme ça, c'est un win-win échange. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est ouvrir une partie de nos data pour des challenges, pour des compétitions niveau africain. C'est-à-dire, on a un dataset assez volumineux comme dataset tunisien. On a pris une partie, on a mis ça en compétition, dans une compétition avec le Zendi Institution, et on a créé une compétition pour les jeunes, pour les chercheurs. Et comme ça, on participe dans l'écosystème à faire avancer les travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle qui demandent des data. Nous, on met à disposition des gens nos propres data. Et je pense que cette philosophie de pousser l'écosystème à ouvrir les bases de données, à ouvrir leurs data, ça permet à créer en Afrique, en tout cas, des plateformes d'open data. Et j'ai suivi tout à l'heure le panel, là où quelqu'un a dit
en Afrique, c'est les Africains qui doivent tout faire. Et en effet, on trouve qu'en Afrique, c'est les Africains qui doivent tout faire. On ne peut pas vraiment attendre les gouvernements à faire ces stratégies. Ça va être très long, ça va prendre beaucoup de temps, mais nous, comme start-up, on est dans un process où tout va très, très vite. Alors, c'est une super initiative, si je peux me permettre, qui participe de ce que j'appelle le cercle vertueux de la data. C'est-à-dire, tu crées des données, à partir de ces données, tu vas pouvoir créer de nouveaux services. Ces nouveaux services vont eux-mêmes t'amener de nouvelles données et du coup, tu fais un cercle vertueux avec ça. Et Hatem, ce que tu proposes là permet d'instancier ce raisonnement. C'est une top initiative. J'espère que tu seras suivi. Et je pense que ça a été déjà commencé, comme Ouais. l'a dit Hatem, dans les initiatives qu'ils font à iCompass, avec les challenges qu'ils organisent, avec l'ouverture des datasets qu'ils arrivent à collecter, mais aussi en invitant une communauté large et en mobilisant une communauté autour de ces problématiques et autour de cette logique de collecte et d'organisation d'open data. Jihad, je reviens vers vous par rapport au use case, en fait, au use case que vous avez pu travailler, vous avez pu explorer à Majestai sur les apprentissages que ça a eu dans votre expérience. Oui, très bien. Et puis, je vais par là même abonder dans un sens qui est un peu contraire à Mick et à Hatem en termes disons, d'abondance et de valeur de tout ce qui est open data. Donc, nous, entre autres, on a travaillé sur les données sur les entreprises en Tunisie avec l'idée, enfin, il n'y avait pas d'a priori vraiment, mais on a essayé de comprendre une sorte de dynamique de création d'entreprises à l'échelle de la Tunisie. Donc, c'était ça le point de départ. Et après, on s'est dit, on va voir ce que ça donne en termes de cas d'usage possibles à partir de ça. Et le point de départ, c'était tout ce qui est disponible en open data sur les entreprises tunisiennes. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est même pas 1 million d'entreprises. Et pourtant, il y a une véritable scarcity sur les données sur les entreprises en Tunisie. On a quand même réussi à collecter pas mal de données. On a quand même réussi à dégager des tendances de création d'entreprises, des tendances en termes de disparité régionale lorsqu'il s'agit d'endroits où ces entreprises sont créées. On a même quantifié ça à travers nos algorithmes et on a aussi réussi à regarder un peu l'implication ou la diversité en termes de gestion de nos entreprises. Alors la plupart, c'est des cas de co-gérance ou de gérance de petites SARL. Mais le constat, vraiment, on a réussi à avoir un noyau qui est intéressant, mais qui a absolument besoin de données qui ne sont pas ouvertes pour qu'on puisse explorer encore plus de cas d'usage intéressants pour les banques, pour les assurances, pour l'État, pour l'administration fiscale, pour la CNSS et ce genre d'entreprises. Alors, le constat est le suivant. Le plus intéressant dans l'open data, c'est ce qui n'est pas mis en open. Donc, il y a une sorte de décision qui est ou pas consciente, qui est ou pas active, de dire voilà ce qu'on va ouvrir, voilà ce qu'on ne va pas ouvrir. La deuxième chose, c'est que les données qui sont ouvertes sont essentiellement, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, agrégées. Et vous le savez, hein, plus on a des données agrégées, plus on perd en termes de potentialité d'extraction de connaissances, d'apprentissage et donc de cas d'usage intéressants à la sortie. Et puis, une dernière chose qui est aussi une sorte de, pas un frein, mais quand même, c'est quelque chose qui limite un peu le potentiel d'utiliser les open data sources comme un véritable vivier de données pour construire des services dans la durée, c'est qu'il n'y a pas de garantie par rapport à la mise à jour de ces données. Alors, je ne parle pas de tout ce qui est qualité de données, parce que ça a été évoqué et je pense qu'on y reviendra, mais c'est vrai que ça donne des possibilités, mais lorsque on veut vraiment construire un produit, un service à partir de cette source-là, on se trouve quand même dans une sorte
d'obligation de, effectivement, comme l'a fait Hatem, construire en captif son propre dataset à partir, peut-être en utilisant, leveraging ces données ouvertes, mais en investissant beaucoup aussi pour le nettoyer, pour le rendre AI ready et puis pour construire son service et ses use cases dessus. C'est clair, Jihad, qu'il y a quand même, et c'est quelque chose qu'on peut tous être d'accord là-dessus, hein, qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes sur ce qui pourrait être une évolution saine et positive d'un écosystème open data en Afrique. Et tu as parlé de l'exemple spécifique de la Tunisie, où Hatem a mentionné cette nouvelle loi qui n'est pas aujourd'hui en train d'être mise en exergue avec l'exigence ou bien qui répondrait aux attentes des data scientists de la communauté data par rapport à ceci. On va revenir à ces sujets, aux recommandations qui vont ressortir pour construire ces écosystèmes, parce que c'est ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. L'open data, c'est des choses, le nom, elle porte très bien son nom. Quand on dit open, c'est aussi une logique de partenariat, une logique de relation entre N acteurs pour évidemment construire cet écosystème. Et on va, avant d'aborder ces questions de recommandation, on va peut-être mieux se focaliser sur les avantages et comment on pourrait en tirer de la valeur et aussi avoir des histoires où l'open data a pu répondre à ses promesses et a pu aussi parfois surpasser les promesses. Et donc, il y a des use cases qui ont été faits. Mick, tu peux nous éclairer sur quelques use cases que vous avez vus qui font usage de l'open data pour évidemment revenir dans un deuxième temps sur comment s'y prendre. Bah oui, la Djihad a ouvert magistralement le sujet, la boîte de Pandore, de dire ok, l'open data c'est bien, mais c'est aussi plein d'opportunités pour toutes les entreprises qui pourront s'appuyer sur ces nouvelles sources de données. Et c'est très juste. Pour les entreprises, pour les organisations de manière générale, c'est avant tout des opportunités de nouvelles sources de données qui sont disponibles pour en faire plein de cas d'usage. Ce qui va être hyper puissant avec l'open data, finalement, c'est de la capacité à contextualiser tous les constats qui sont faits dans l'entreprise. Si on n'utilise pas d'open data, en fait, on regarde les données d'une entreprise donnée comme on regarde son nombril, quoi. On ne regarde que le fonctionnement de l'entreprise et on n'arrive pas à la remettre dans son contexte global de marché. Or, avec les données de l'open data, on va avoir cette capacité-là. Par exemple, c'est un exemple d'ailleurs que je donnais dans la keynote que j'ai animée hier matin et qui doit être disponible encore en replay sur YouTube, donc je l'ai expliqué beaucoup plus en détail. On est parvenu à établir un algorithme prédictif du chiffre d'affaires qu'allaient réaliser les 1200 points de vente en France d'une grande enseigne de distribution. Et ça, c'était quelque chose qui était impossible sans les données open data. Et donc, comment on a fait? On a exploité toutes les données internes de l'entreprise, notamment les tickets de caisse, l'ensemble des achats et sur tout un historique. Mais cet ensemble des achats qu'on est venu contextualiser, remettre en perspective par rapport à des données externes disponibles en open data, en l'occurrence, pour celles qui étaient importantes pour eux, la météo. En l'occurrence, des données socio-économiques et socio-démographiques, donc des données qui sont fournies par l'Institut national des statistiques en France en open data. Donc, pour chaque zone de chalandise de chaque point de vente, on venait évaluer la dynamique socio-économique. On est venu aussi exploiter des données sur des points d'intérêt autour de chaque zone de chalandise. Est-ce qu'il y a un cinéma, une zone commerciale, une grande zone d'affaires, par exemple. Et puis enfin, on est venu exploiter des données d'événements pour arriver à recréer ce contexte-là. Et à partir de ça, donc, on s'est modélisé, on s'est fait un modèle prédictif du chiffre d'affaires de chacun des points de vente, ce qui sert à l'enseigne, notamment à ce qu'à chaque fois qu'elle ouvre un nouveau point de vente, elle va savoir choisir le meilleur emplacement. Elle saura même à l'avance quel chiffre d'affaires va faire cet emplacement. Pour donner un autre exemple, au moment où on parlait beaucoup de la dengue, on a réussi à mettre en place une application prédictive de comment allait évoluer le virus de la dengue sur un pays continent qui est le Brésil. Alors pourquoi on avait choisi le Brésil? Justement parce qu'il y avait beaucoup de données disponibles en open data sur le virus de la dengue au Brésil. C'était là à la fois que l'épidémie était parmi les plus fortes et à la fois qu'il y avait beaucoup de données. Et donc là, on a exploité tout un tas de données, notamment un jeu de données qui avait été ouvert par Google
Google, de temps en temps, met des données en open data quand ça vient servir le bien commun. Et donc là, en l'occurrence, on avait des données sur l'ensemble des recherches géolocalisées sur le moteur de recherche avec le mot-clé dingue. Donc globalement, à chaque fois que quelqu'un faisait une recherche avec le mot dingue au Brésil en étant géolocalisé sur le moteur de recherche, ça loguait un enregistrement dans le moteur de recherche. Et on avait la même chose côté Wikipédia. Donc, toutes les personnes qui venaient regarder la page relative à la dingue sur Wikipédia, et idem géolocalisé sur quelle région du Brésil c'était. On a aussi récupéré des tweets. Vous savez que Twitter nous donne un accès direct à 1% des tweets de la plateforme sur un thème donné. Donc, on a récupéré tous les tweets avec le hashtag dingue. Et avec tout ça, on a été capable de construire donc un modèle prédictif de comment le virus de la dengue allait évoluer au Brésil. Le raisonnement qui est derrière est assez amusant. Vous voyez qu'on n'a aucune donnée très fiable finalement. On n'a que de l'open data pour faire ça, mais ça a fonctionné. En tout cas, sur une courte période de temps, ça a fonctionné parce que l'épidémie a évolué ensuite de manière très différente. Mais c'est montré fiable sur une courte période de temps et l'expérience est intéressante. Et ça montre finalement que si on s'intéresse à un sujet, on en parle autour de nous sur Twitter, on fait des recherches sur ce sujet sur Internet, c'est que le sujet n'est pas bien loin de nous en fait. C'est ça le raisonnement qui est derrière et qui est finalement uniquement permis par l'open data. Dernier exemple, aujourd'hui, avec le Covid, on a de plus en plus de nos clients qui nous demandent d'intégrer des données open data relatives au Covid dans leur modèle analytique. Donc, typiquement sur la prédiction des ventes ou typiquement pour analyser la performance commerciale ou des sujets en logistique, en supply chain, et en les mettant en relation avec le nombre de cas Covid sur les différentes régions françaises, en les mettant en relation avec le pourcentage de lits occupés, idem sur les différentes régions et villes en France. Et donc ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs face à ce qui se passe sur la crise Covid. Et dès qu'il y a une baisse, ils savent comment adapter leur plan d'action. Si ça remonte, ils savent comment adapter leur plan d'action. Ils vont savoir mieux anticiper aussi d'éventuels Avec on l'a perdu. Ouais, je pense ça coupe du côté de Mick. Et donc, on va attendre que ça reprenne. Ah ouais, il a pu se connecter très rapidement dans notre appareil. À vous, Mick. Donc, on en était à ce use case qui permet évidemment de prédire. Exactement. Alors, désolé, j'ai été coupé. Il y a mon portable, mon PC qui plante de temps en temps. C'est arrivé en direct live. Donc, je vous ai rejoint avec mon smartphone, du coup. Pas de souci, Mick. Donc, effectivement, capacité à intégrer les cas Covid dans les chaînes de l'entreprise, ça, c'est aussi hyper intéressant. Ce qui est intéressant, je fais une toute petite page de pub pour Orange, mais chez Orange, on est en train de travailler à mettre à disposition un certain nombre de données de l'opérateur qui sont exclusives, que seul Orange a, et notamment des données géolocalisées, puisque Orange sait à tout moment où sont les différents téléphones portables des clients Orange. Et donc, du coup, il y a une offre qui s'appelle Fluvision chez Orange qui permet d'obtenir des informations donc, sur cette géolocalisation. Alors, je précise tout de suite, il y a un double rideau d'anonymisation. D'abord, les données sont anonymisées, d'une part. Donc, il n'y a personne chez Orange qui est en capacité de savoir où est à un moment T tel ou tel portable. Et deuxième chose, les données sont ensuite agrégées. Donc, on voit par des paquets de quelques centaines de milliers de clients, évidemment, et pas un par un. Et donc, ces données sont très précieuses aussi. Elles ont permis à des enseignes de distribution de mieux réagir, là encore, pendant la crise Covid, parce qu'on sait à tout moment combien de personnes passent devant notre magasin, quelles sont ces personnes, dans quelle ville elles habitent, combien elles ont fait de kilomètres pour venir, etc. etc. C'est sur quel pays, ça ? Excuse-moi ? C'est sur quel pays ces datasets seraient... Alors, c'est disponible en France. Et puis, je pense que chez Orange, il y a des travaux actuellement pour l'étendre sur d'autres pays. Mais effectivement, c'est d'ores et déjà disponible en France. Alors, d'ailleurs, ça montre une autre phase de l'open data et peut-être une autre opportunité de l'open data. L'open data, au sens strict, c'est une ouverture gratuite des données. Mais beaucoup d'organisations se servent de ça pour en réalité monétiser leurs informations et parvenir à les revendre.
Et d'ailleurs, beaucoup d'organismes mettent à disposition de façon gratuite des jeux de données qui sont finalement très agrégés ou avec très peu de détails. Et ça leur sert de publicité, on peut le dire, pour ensuite vendre des jeux de données beaucoup plus détaillés avec là de la pure monétisation. En fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si je peux permettre de commenter ça, que c'est difficile à partir de source qui est une open data source de construire un service dans la durée. Bien sûr, explorer des cas d'usage possibles, il y a du potentiel. Maintenant, utiliser ça comme une source fiable qui sera mise à jour, maintenue, etc., et construire un service dessus, là, c'est très, très rare qu'il y a des sources comme ça, en fait, d'open data. Donc, Jihad, nous reviendrons à cette question là-dessus, parce qu'il y a aussi un enjeu aujourd'hui de donner les bonnes recommandations d'experts pour comment on voudrait voir cet écosystème et comment on pourrait participer pour le construire, pour s'en servir et pour aussi construire sur la durée. Et je reviens là-dessus. Hatem, donc Hatem, vous y prenez cette question-là. Vous avez très, très bien expliqué comment vous attaquez cette question-là. Mais il y a beaucoup de difficultés à gérer ce type de projet et toutes ces difficultés, toutes ces contraintes qui permettent finalement d'activer la créativité que vous avez. Hatem, comment vous arrivez à gérer ces équations de contraintes liées à ces sources de données et cette open data? Merci. Donc, en ce qui concerne iCompass, pour les use cases, on a regardé tout ce qu'il y a comme open data pour nous, en ce qui concerne le texte principalement. On trouve des datasets qui viennent de l'académie, qui sont des datasets assez petits, c'est trop petit, mais qui servent aussi pour nous à faire nos évaluations. C'est-à-dire, on fait nos datasets, on fait construire nos services, nos produits, mais pour les tester, pour les évaluer, on a besoin de ces datasets qui sont open data pour regarder les performances de nos services. Ça d'un côté. D'un autre côté, on fait beaucoup du crowdsourcing, c'est-à-dire on collecte du web, des réseaux sociaux, des datas, mais on fait très attention à la qualité des datas qui sont derrière. Je vais citer l'exemple d'un chatbot coréen il y a une semaine. Ce chatbot, il collecte des datas sur le web, il fait son propre apprentissage, mais il y a une semaine, le chatbot, il commence à faire des discours racistes et des discours haineux, parce qu'en fait, c'est des open, donc il collecte tout ce qu'il y a. Et du coup, dans les conversations, il commence à sortir des messages qui ne sont pas appropriés pour un chatbot. Donc, nous, on fait très attention de ce côté-là et on construit des stratégies de collecte de data. Et des fois, on est obligé à anticiper les open data avant qu'elles arrivent, à mettre en place des stratégies pour collecter des data. On est toujours confronté, que ce soit en Tunisie ou en Afrique, au problème de digitalisation des data. C'est-à-dire, quand on demande des data, open data, ils disent oui, on a des open data, c'est des data publiques, mais à la fin, on se trouve avec des rapports papier ou des rapports PDF qui finalement ne servent à rien du tout, parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est des data numériques en grande quantité. Donc, on anticipe un petit peu à mettre des stratégies pour collecter les data, à anticiper là où potentiellement il y aura des data publiques qu'on pourra par la suite collecter et analyser. Et je voudrais bien, si vous permettez, insister sur la phase qui est juste après la collecte, qui est la phase de pré-traitement, de regarder bien nos data, et c'est notre travail de data analyst et de data scientist, de regarder la qualité, de regarder à fond nos data avant de commencer à les utiliser dans nos modèles d'intelligence artificielle. Voilà. C'est clair, Hatem, cette façon créative aussi d'utiliser ces datas qui parfois ne peuvent pas être volumineuses, mais pour d'autres fins de validation, de cross-validation, et c'est là où on peut être vraiment créatif. Là-dessus, Jihad, je reviens vers toi. Vous avez mentionné les contraintes rencontrées, vous avez mentionné un peu les débuts de use case que vous avez pu développer.
Mais néanmoins, il reste beaucoup à explorer. Il reste beaucoup pour atteindre cette promesse de l'open data. Sur ce volet plutôt optimiste, Jihad, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ah, je le suis. Et puis, je vais vous donner un exemple tout de suite, en fait. En fait, dès le début de l'année dernière, on a été frappé, comme tout le monde, par la situation du Covid. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, tout simplement. Donc, comment on peut utiliser notre technologie, notre technologie IA pour aider à mieux appréhender, en fait, cette épidémie. On a fait essentiellement deux choses. Un, c'est pour le cas de la Tunisie, on a essayé de suivre un peu l'évolution, en tout cas au cours de la première vague de l'épidémie, et puis de mettre à disposition ces données-là. C'est vrai qu'on a mis une petite équipe pour collecter manuellement tous les jours, après les annonces du ministère de la Santé, les données. Mais, et là, c'est le cas le plus, disons, profond en termes d'usage, c'est on a utilisé des sources de données ouvertes de pharmacologie et de virologie pour modéliser la manière avec laquelle les chercheurs finalement comprennent le comportement d'un virus, c'est-à-dire comprennent à partir du génome comment ce virus se comporte à l'intérieur de notre corps. Mieux encore, on a exploré une sorte de possible molécule qui pourrait être candidate contre cette pathologie. Et en fait, on n'a utilisé au départ que des données de sources ouvertes. Le problème, comme toute donnée, en fait, c'est des données qui sont en termes de format pas très utilisables, en termes de structure, en termes de volume. Mais la bonne chose, c'est qu'on ne s'est fié qu'à des sources d'un point de vue scientifique très fiable. Et on a transformé tout ça en une sorte de dataset, de golden dataset qu'on a enrichi, qu'on a curé chez nous avec nos experts et nos partenaires. Et on a construit dessus une solution qui est capable aujourd'hui, à partir du génome de n'importe quel virus, de vous générer et une compréhension, une description détaillée de ses fonctions, comment il se comporte une fois à l'intérieur du corps, et puis une liste réduite de molécules candidates contre ceci. Et ça a été possible au départ à partir de données qui sont publiques. Et c'est vrai que d'un point de vue qualité, en tout cas fonctionnel de ces données-là, c'était impeccable. Et puis ça commence, c'est enrichi tout le temps en fait avec des données nouvelles expérimentales qui sont ajoutées à ces bases de données. Et là, c'était très intéressant travail pour nous, mais c'est devenu un produit qui s'appelle DrugEye, qu'on est en train de mettre sur le marché au profit des laboratoires de recherche et des sociétés pharmaceutiques. Donc, vous voyez, avec un peu de ténacité, et si on a des sources du moins fiables sur l'un des aspects, que ce soit technique ou fonctionnel, on peut quand même faire des choses. Top, Jihad, c'est très insightful comme input là-dessus. Et très bon courage, évidemment, pour ce nouveau produit que vous êtes en train de faire croître là-dessus. Je reviens vers vous, Mick. Nous avons parlé évidemment de ces opportunités, des contraintes qui sont présentes, de cette vision qui pourrait être beaucoup plus large et qui pourrait englober évidemment des aspects juridiques, des aspects sociétaux, des aspects parfois aussi de politique de développement pour bien profiter, pour bien mettre l'open data au profit de tout le monde. Et donc, c'est là où on vient à cette rubrique qui est ma rubrique favorite. C'est quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les conseils pour s'y prendre, pour voilà, dégager le maximum de valeur de l'open data. Oui. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut dire, mais ça a été un petit peu dit, mais je vais le dire de manière encore plus directe, l'open data, c'est la jungle. il faut se le dire. Il n'y a pas un Google de l'open data. On a perdu peut-être la voix. Ah, vous m'entendez? Voilà. Donc, ouais, vous avez dit, il n'y a pas de Google de l'open data. Ouais, exactement. Tu m'entends bien là, c'est bon? Ouais.
Cool, nickel. Donc, je disais, il n'y a pas de Google de l'open data au niveau mondial. Il y a des tentatives, mais pas toujours très, très réussies. Et donc, chaque organisation met à disposition ces jeux de données, parfois sur son propre site web, parfois sur des sites gouvernementaux, parfois sur des sites dédiés, des portails open data dédiés ou des portails de monétisation de données. D'ailleurs, c'est bien souvent là qu'on les retrouve. Donc ça, c'est une première difficulté. Ensuite, effectivement, toutes les données en open data ne sont pas toujours correctement tenues à jour, comme le disait Jihed. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention aussi aux sources qu'on prend et vérifier que ça va être des sources qui sont fiables et tenues à jour de manière régulière. En France, l'INSEE, par exemple, a normalisé la manière dont elle communique ces jeux de données. Donc, on sait que de mois en mois, d'année en année, on va globalement avoir les mêmes formats. Les jeux de données de météo aussi disponibles en open data sont fiables et sont tenus dans le temps. Donc, c'est pareil, c'est assez intéressant. Mais dès qu'on va vouloir attaquer des sources un peu plus hétérogènes, un peu plus originales, et ben là, ça peut être assez complexe. Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'intégrer en tout cas pleinement dans les projets des entreprises une partie recherche autour de l'open data. Nous, en tout cas, chez Business et Décision, on le fait maintenant systématiquement sur tous nos projets analytiques, sur tous nos projets de data science. On a une phase préliminaire. Une fois qu'on a bien défini le scope du projet, une fois qu'on a bien défini ses objectifs, on introduit une phase dans laquelle on fait purement de la recherche de jeux de données disponibles en open data qui pourraient être intéressants pour le cas d'usage qu'on va chercher à réaliser. Je vous donne un exemple. Pour un grand laboratoire pharma, il voulait améliorer la qualité, enfin, il voulait mettre en place un système qui permette d'évaluer directement la qualité de la croissance bactérienne pour le développement de vaccins. Donc concrètement, le développement des vaccins est fait dans des boîtes de pétri. Donc, vous savez, c'est des petites boîtes rondes, transparentes, assez plates. Moi, ça m'a rappelé mes cours de SVT de l'époque, de sciences de vie de la Terre ou de physique-chimie de l'époque. Et donc, aujourd'hui, il y a des contrôles qui sont faits manuellement à l'œil, qui prennent un temps monstre, comme on peut l'imaginer. Et donc, au lieu de ça, on voulait faire des photos et que ce soit une application d'IA en computer vision qui vienne évaluer la croissance bactérienne et valider aussi qu'il n'y a pas de bactéries non attendues dans la boîte de pétri. On s'est dit, si on fait ça, il va falloir labelliser énormément des milliers et des milliers de photos pour pouvoir entraîner l'algorithme et que l'algorithme parvienne à peu de lui-même reconnaître correctement les bactéries, compter correctement aussi les bactéries. Au lieu de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un hôpital, en l'occurrence en Italie, qui avait ouvert un jeu de données avec des milliers de photos qui étaient directement labellisées avec le nombre de bactéries présentes dans la photo, etc. etc. Donc là, c'est littéralement l'open data, c'est cette source de données qu'on a pu prendre pour entraîner l'algorithme. Le projet a été réalisé en seulement quelques semaines, alors que c'est un projet d'ampleur et avec des enjeux assez énormes. Et là, c'est directement grâce à l'open data et grâce à cette phase de recherche de jeux de données en open data qu'on a pu le réaliser. Et en plus, sur des données assez avancées, quoi. Là, on est face à des données dites non structurées, comme en parlait Hatem, avec des données de photos et en plus de photos labellisées. Donc ça, c'est vraiment un premier conseil à avoir en tête. Introduire systématiquement dans vos démarches projet, c'est cette phase de recherche de données en open data, d'exploration de données potentiellement disponibles en open data. Et je pense aussi la recommandation ici, Mick, c'est que cette phase recherche ne se fait pas juste au début, mais elle se fait de façon continue pour ne pas louper les nouvelles opportunités de data qu'on peut trouver. Exactement. C'est sûr qu'il faut surveiller en plus, puisqu'on l'a dit, c'est la jungle, donc on est face à quelque chose d'assez dynamique. D'ailleurs, les entreprises, on a accompagné certains clients, les entreprises les plus avancées sur ces usages de l'open data. Elles ont carrément mis en place des chaînes de données en interne et des magasins de données internes pour récolter des données en open data et les mettre à la disposition de tous leurs data analystes. Le raisonnement est de se dire plutôt, en l'occurrence, j'ai vu le cas dans une assurance, plutôt que chaque data analyst dans l'assurance fasse lui-même sa recherche de données en open data qui pourrait être intéressante, à lui-même récupérer les données, etc. Automatisons tout ça avec un magasin, donc un portail interne qui permet de faire de la recherche sur tout un tas de données open data, une récupération automatique dans le data lake de l'assurance des données qui sont disponibles en open data, et donc une équipe qui est chargée de toute la partie curation
et de la veille aussi, de la surveillance de toutes ces nouvelles opportunités en open data. Et rien que pour l'assurance, cette équipe avait ramené, je crois, c'était entre 3 et 5 000 jeux de données en open data au sein du Data Lake et au sein de ce magasin de données disponible en portail en intranet. Insightful, Mick, là-dessus, de toutes ces histoires et de ces use cases et les apprentissages qu'on peut ressortir. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements de valeur. Hatem, je reviens vers toi. Vous avez dit au début de ce panel qu'on devrait prendre cette responsabilité de faire croître et de faire émerger cet écosystème d'open data et que toute personne active dans cet écosystème-là doit faire quelque chose et doit contribuer. Vous êtes en train de le faire, Hatem, à travers la recherche, vous êtes en train de travailler avec des administrations publiques, vous êtes en train d'ouvrir vos données et d'organiser des challenges. Qu'est-ce que vous dites pour inviter d'autres personnes à contribuer? Qui devrait contribuer plus et quelles seraient les prochaines étapes selon vous pour faire émerger cette vision intégrée de consolidation d'écosystèmes open data en Tunisie ou en Afrique? Oui. La première chose que je voudrais dire, c'est de penser à créer un poste pour la collecte des data, c'est créer un chief data, quelqu'un qui vraiment se donne à temps plein à cette tâche qui est une tâche cruciale pour nous, hein, les gens qui travaillent en IA ou les gens qui font du data analytics, c'est mettre des ressources pour aller chercher ces data, okay, que ce soit des open data publics ou gouvernementales. Mais quelqu'un doit être responsable de ça et on doit allouer des ressources pour ça. Après, on doit aussi faire attention au côté technique, éthique de la collecte et de l'utilisation des data. C'est que, quelque part, on doit faire attention dans notre façon de collecter ces data et de les utiliser. Après, aller chercher les data n'importe où. Même en petite quantité, à la fin, on arrivera à les fusionner pour créer le minimum nécessaire pour l'intelligence artificielle. Et là, on peut aller chercher n'importe où hein, ces data. Et je vais revenir à ce que disait Mick, c'est l'open data va permettre l'open innovation et l'open innovation va générer des open data. Et à la fin, c'est un cycle. Hein. On a besoin de data pour créer des services. Ces services vont générer des data qui vont être réutilisés pour créer d'autres services. Et en construisant cet écosystème petit à petit, on arrivera finalement à avoir ce qu'on a besoin de data. Et ce que je veux dire finalement, c'est un mindset, c'est une façon, c'est une culture de dire, moi j'ouvre mes data, les autres vont le faire aussi, et finalement, on arrivera, que ce soit en Tunisie ou en Afrique, à avoir ce qu'on a besoin comme data. Mais c'est un mindset, c'est une culture qui est peut-être nouvelle hein, sur le continent, mais qui commence à s'implémenter petit à petit. Très, très bien, Hatem. C'est clair qu'il faut commencer. Hein, il faut commencer à faire des choses là-dessus. Jihed, c'est la même question pour les prochaines étapes, ou les next steps, ou les recommandations que tu vois qu'il est possible d'activer pour émerger cette vision-là. Ouais. Alors, moi, j'abonderais dans le sens de l'interopérabilité, parce que c'est bien d'avoir des données qui sont ouvertes de différentes sources. Comme Nick l'a bien mentionné, c'est la jungle, hein, donc it's messy. Open data is really messy. Par contre, une évolution naturelle qui est en train de se faire dans le cadre de l'écosystème lui-même, hein, c'est l'émergence d'agrégateurs, d'acteurs qui prennent une partie, chunk of the open data, et ils essayent de le consolider, pas d'un point de vue donné, mais d'un point de vue source, afin d'être une sorte de portail. Mais pour ça, c'est aussi le format qu'il faut standardiser. C'est-à-dire que les images sur lesquelles vous avez travaillé, par exemple, Mick, si elles n'étaient pas annotées, ça aurait été un tout autre travail, ça n'aurait pas été possible dans quelques semaines, votre projet. Ah, c'est clair.
C'était là toute la richesse de cette source, en effet. Absolument. Et donc, le travail de fond pour tous ceux qui sont dans l'écosystème, c'est de trouver un moyen pour que l'interopérabilité des sources de données ouvertes soit possible. Nous, on a, pour un client, on a travaillé sur une sorte de vision augmentée du risque pays par localité, dans un contexte géographique donné. Et c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas de source claire pour qu'on puisse modéliser ça. Il n'y avait pas de source assez granulaire pour qu'on aille au niveau de granularité de la localité pour mesurer une sorte de niveau de risque. Et puis surtout, il n'y avait pas de standard technique, mais qui reflète aussi l'aspect sémantique de la chose, c'est-à-dire the meaning of things. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'automatiser des choses, il faut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre et pour comprendre une certaine réalité. Et au départ, donc, on avait de la chance parce que, un, il y avait des données captives suffisamment riches, et puis deux, on a quand même trouvé un agrégateur qui mettait tous ces types de données humanitaires, géographiques, socio-économiques sur un pays donné, même politique, en un seul endroit. Ils ont même fait une tentative de standardisation d'un point de vue format pour permettre l'interopérabilité. Alors, ce n'était pas mature, donc on a dû quand même faire le nécessaire pour intégrer tout ça, mais ça nous a permis de générer cette vision augmentée du risque pays et c'est devenu une sorte de produit pour notre client. Donc, pour tous ceux qui publient, ceux qui utilisent, ceux qui agrègent, ceux qui utilisent pour remettre en open data les données, il faut vraiment aller dans le sens, et c'est en train d'être fait naturellement, je dirais, pour que les données soient interopérables, pour que je puisse facilement, sans passer énormément de temps, combiner des données qui sont météorologiques avec des données socio-économiques, avec d'autres types de données pour explorer mon cas d'usage. C'est clair, Jihed, merci pour ces éclaircissements et ces inputs. Le débat était vraiment très riche avec nos chers panélistes qui nous apportent des retours d'expérience terrain. Et ça, c'est très important. On ne parle pas de l'open data d'un volet théorique. On parle avec des gens qui ont travaillé sur des problématiques et qui ont vu les difficultés et les contraintes réelles de ces choses-là. On ne dit pas tout simplement que c'est l'Eldorado, mais c'est plutôt la jungle parfois. Ouais, parfois, c'est la jungle et il faut s'y prendre de façon prudente. Mais ceci ne permet pas de dire néanmoins qu'il y a des opportunités à chercher si on arrive à bien se focaliser sur cette vision intégrée portée par les différents acteurs et cette logique de multi-stakeholderism, comme disait, comme on peut dire. 1 minute pour conclure pour chacun de nos panélistes. Je commence par toi, Mick. 1 minute pour conclure les messages clés que vous voulez qu'on retienne de ce panel d'aujourd'hui. Les messages clés, ils sont à 2 niveaux finalement. Pour les gouvernements, les collectivités locales, etc., il faut avancer massivement sur ces sujets d'open data, de par les gains qu'il y a à en avoir et de par tout ce que ça porte en termes de valeur autour de la République, tout ce que ça porte de valeur autour de la transparence de la vie publique. Et je sais que c'est des sujets par ailleurs bouillants en Afrique, notamment en Tunisie, au Maroc et autres. Donc, il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là. Et finalement, c'est pour les citoyens. Et de l'autre côté, pour les entreprises, c'est énormément d'opportunités. Donc, intéressons-nous dans les entreprises à toutes les opportunités permises par ces sources de données qui sont disponibles, qui sont gratuites, complexes, pas toujours fiables, on l'a dit, c'est la jungle, mais dans lesquelles il y a forcément beaucoup de choses à faire. Top Mick, à toi, Hatem, 1 minute pour conclure les idées à garder en tête. Pour moi, l'open data, c'est nouveau, que ce soit en Tunisie ou en Afrique. Les choses se mettent en place doucement, les lois arrivent, mais comme disait Mick, on doit avancer massivement et avancer ensemble pour construire. On a l'avantage que rien n'a été construit, donc c'est à nous, la responsabilité revient à nous comme écosystème de construire toute cette stratégie, toute cette philosophie de open data.
Merci, Hatem. Un appel mobilisateur, là, c'est clair que toute personne devrait s'impliquer hein, pour ce genre de stratégie collective. Jihad, 1 minute pour conclure. Oui, alors les données, c'est un actif, clairement. C'est pour ça que pas tout le monde le met en open data. Hein. Mais pour ceux qui peuvent et qui doivent, par ailleurs, hein, notamment le gouvernement, les institutions publiques, il faut le mettre en open data d'une manière qui est belle, c'est-à-dire qui est agréable à utiliser. Et mon conseil serait, puisque c'est un bien public, c'est un parc public, faisons-le le plus beau possible. Et puis surtout, impliquez-nous, hein, on serait heureux d'aider à structurer les données avant de les rendre publiques pour vous. Ça va rendre la vie de tout le monde plus agréable. Et puis surtout, ça va donner plus de valeur à partir de ces biens publics-là, de cet actif public finalement. Merci, Jihad. Merci. Jihad Haneji, donc co-founder de Majestai. Merci, Mick Levy, vous étiez avec nous, directeur Innovation Business and Decision. Et merci à vous, Hatem Hadid, cofondateur d'iCompass. C'était très insightful de discuter avec vous ce sujet d'Open Data. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Pour nos chers, notre chère audience, on va continuer avec un troisième panel pour cette deuxième journée de l'AI Orange Africa Week. Ce troisième panel va commencer sous peu. On va attendre que quelques minutes. Ça va commencer pile à 12 heures et le sujet serait Data Delicate Process between Opportunities and Risks. Ils seront avec nous Louay Salah, qui est RPA Solution Architect Manager à Orange Jordan, et Abraham Koukousam, he's an advisor, Artificial Intelligence for Sustainable Development à JZ Ghana. Soyez avec nous, on va reprendre à 12 heures pile, 3 minutes et on reprend avec notre troisième panel. Nos experts sont là, 3 minutes et on va reprendre. Merci à tous et très très bonne journée. Merci, au revoir, à très bientôt. Au revoir. Vous restez avec nous 2 minutes et on va continuer avec ce troisième panel. Data Delicate Process between Opportunities and Risks. The panel will be discussed in English and our two guests is Louay Salah, RPA Solution Architect Manager from Orange Jordan, and Abraham Koukousam, he's an advisor and Artificial Intelligence for Sustainable Development at GIZ Ghana. We will have this panel in just 2 minutes. Keep you with us.